podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, on décrypte les tendances. On parle de la crise du logement avec Yann Janot. Bonjour. Bonjour Ariane. Yann, vous êtes président du réseau d'agences immobilières La Forêt. Vous venez de publier votre note de conjoncture sur l'état du marché. Alors, qu'est-ce que vous constatez ? Ce qu'on constate, c'est évidemment un retrait du volume de transactions qui s'explique par une partie des acquéreurs qui a été laissée au bord de la route au fil des dernières années, avec des contraintes dans l'accès au crédit, avec des difficultés à se constituer un apport, et également du fait de prix de l'immobilier qui ne baissent pas franchement et qui ne baissent pas suffisamment pour resolvabiliser ces acquéreurs frappés par la hausse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième, on constate quand même que les acquéreurs locaux, historiques, ont repris la main sur ces derniers mois sur les transactions. Donc c'est un peu moins les citadins, les métropolitains qui sortaient de leur ville avec un pouvoir d'achat élevé. Ce sont les locaux, les historiques et qui trouvent une réelle déconnexion entre les prix de l'immobilier qu'ils voient aujourd'hui et ceux qu'ils ont connus 2, 3, 4 ans par le passé, donc qui poussent fort au réajustement à la baisse. Alors ce réajustement à la baisse des prix, vous disiez qu'il n'était pas suffisant. Vous le chiffrez à combien aujourd'hui et il faudrait aller vers où ? Vers quoi ? Alors aujourd'hui, il est à 3,1% en 12 mois chez La Forêt, avec sur l'ensemble du territoire, avec en effet un grand écart. Si on regarde les métropoles, Paris quasiment moins 6%, Bordeaux, Lyon qui recule de 6, de 7% également, puis d'autres métropoles qui résistent, qui font plus que résister, Toulouse, Marseille avec des prix qui augmentent toujours de près de 3%, Lille également, et on retrouve un peu ce marché fragmenté sur toute la France. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Jusqu'où on devrait aller en termes de baisse de prix ? Si on regarde la baisse de pouvoir d'achat immobilier des acquéreurs qui empruntaient de l'argent il y a un peu plus de 18 mois à 1% et qui l'empruntent aujourd'hui autour de 4%, ils ont perdu au moins 25% de pouvoir d'achat immobilier. Donc pour être ISO, il faudrait que les prix de l'immobilier baissent de 25%. On sait que ça ne sera pas le cas, mais il faudrait vraisemblablement qu'ils baissent au moins de 10% pour redonner une fluidité au marché immobilier. Alors il y a des propriétaires, quand ils vous entendent, quand ils écoutent les agents immobiliers, prenez ce genre de conseils, ils disent mais c'est pas possible, c'est notre patrimoine, on n'a pas forcément fait l'acquisition il y a très longtemps. Qu'est-ce que vous leur dites à ces vendeurs frileux sur l'urgence de baisser leur prix pour vendre ? Alors déjà, on les comprend, c'est humain et c'est naturel quand son voisin a vendu le même appartement que le sien ou la même maison que la sienne à un prix il y a 1 an et demi, il y a 2 ans ou il y a 3 ans et qu'aujourd'hui, on explique à ces propriétaires que la valeur de leur logement a baissé, a reculé s'ils veulent trouver des acquéreurs solvables. On comprend que cette réalité soit difficile à accepter. Alors, la majorité des vendeurs aujourd'hui ont quand même acquis leur logement il y a plusieurs années et généré des plus-values parfois substantielles. Donc, c'est le premier point qu'on leur explique. Le deuxième point, c'est qu'on leur explique quand même qu'avec 15% d'acquéreurs en moins, ils ont intérêt à ne pas rater les acquéreurs sur le marché, les acquéreurs qui sont solvables et à venir au prix du marché. Alors, on a des outils, évidemment, on leur montre les biens qui sont en concurrence avec les leurs en ce moment, les biens similaires qui ont été vendus récemment ou les biens similaires qui traînent sur le marché avec un prix trop élevé. Mais finalement, on a 2 catégories de vendeurs, ceux qui sont contraints de vendre pour des raisons familiales, professionnelles, fiscales et qui s'adaptent au prix, en tout cas, que sont prêts à payer les acquéreurs. Et puis, une deuxième catégorie de vendeurs qui sont moins pressés et qui attendent une opportunité, le cas échéant, qu'ils peuvent trouver s'ils ont des biens exceptionnels, en tout cas qui jouissent d'un caractère exceptionnel, une maison en première ligne, en bord de mer, un dernier étage avec terrasse sur un parc arboré dans un quartier extrêmement prisé également. Mais pour les autres, de toute façon, à un moment ou à un autre, s'ils veulent réaliser la transaction, ils seront contraints de venir au niveau de solvabilité de leurs acquéreurs. Sur les régions dont vous parliez tout à l'heure où les prix n'ont pas beaucoup baissé, voire sont toujours à la hausse, est-ce que là vous anticipez une baisse dans les mois à venir ? Je pense notamment à Marseille. On voit en tout cas on parlait de tache d'huile, maintenant on parle plus de tache de léopard. On voit en effet que la baisse des prix a tendance à gagner la globalité de la France. On voit
par exemple, des arrondissements parisiens sur le point de basculer sous la barre des 10 000 euros du mètre carré. C'est le cas du 15e arrondissement, par exemple. On voit des régions, des bastions de résistance, non pas des villages gaulois, mais des villages celtes, puisque je parle de la Bretagne, qui a résisté longtemps. Et puis là, en 12 mois, la Bretagne est à moins 1,5% au niveau global des prix, avec la majorité des départements qui sont à la baisse et un département, le Morbihan, qui continue à résister, mais avec des prix qui sont en phase d'atterrissage. Donc, même caractéristique de marché sur la Normandie, un peu partout, on voit quand même qu'on s'oriente vers une baisse en pente douce sur tout le territoire. Est-ce que malgré tout ça, vous arrivez à garder le moral? Oui, le moral, on l'a, puisque le marché immobilier est par définition un marché cyclique. Nous fêtons le 15 octobre de cette année les 32 ans du réseau La Forêt. Donc, en 32 ans, des cycles immobiliers, on en a connu beaucoup. Certains sont plus favorables aux vendeurs, certains sont plus favorables aux acquéreurs. Et entre les deux, il y a un professionnel qui s'appelle l'agent immobilier qui doit se charger de l'entremise et passer les bons messages, prouver, démontrer la qualité de son message auprès d'un acquéreur ou auprès d'un vendeur ou auprès des deux. C'est un peu le cas en ce moment. Donc, on refait pleinement notre travail de négociation et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, vous avez des messages à faire passer au pouvoir public sur la façon de traiter la crise du logement. Oui, alors nous sommes nombreux à passer des messages depuis plusieurs années sur cette situation du logement. Alors, la crise, moi, je la qualifie d'une crise d'accès au logement. Il n'a jamais été aussi difficile de devenir locataire du parc social, de devenir locataire du parc privé ou d'accéder pour la première fois à la propriété. Alors, il y a des mesures qui s'échelonnent différemment dans le temps, des mesures immédiates sur le financement, les critères HCSF que l'on pourrait revoir pour les primo-accédants, leur permettre d'emprunter non plus sur 25 ans, mais pousser jusqu'à 27 ans, par exemple, comme c'est le cas lorsqu'on achète en état futur d'achèvement. On pourrait également revenir au calcul du différentiel pour les investisseurs. Alors, je ne vais pas le détailler, c'est un peu technique. On est un peu côté cuisine. Mais ça permettrait de solvabiliser plus les emprunteurs. Oui, ça leur permettrait aux investisseurs de passer sous les fourches codines des critères HCSF, du taux d'endettement, notamment de ces 35%. Regarder leur reste à vivre, on en parle beaucoup en ce moment. Regarder également leur patrimoine, donc ça c'est une première solution. Il y a d'autres solutions, il y a une solution fiscale avec ce fameux statut du bailleur privé. Alors le statut du bailleur privé, on en parle souvent, mais c'est une nébuleuse pour le grand public. C'est une nébuleuse parce qu'en effet, derrière ce statut se cache une volonté, c'est de graver dans le marbre le cadre fiscal de l'investissement locatif, qu'il ne soit pas remis en cause tous les ans par un projet de loi de finances. Donc, c'est ça le statut du bailleur privé. Et puis d'aligner à cette occasion, en tout cas, moi, c'est ma proposition et le combat que je mène, d'aligner la fiscalité pour le neuf, pour l'ancien, pour le vide, pour le meublé, qu'on se retrouve vraiment sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est un sujet important à mettre en œuvre. On en entend parler. Donc peut-être qu'on va réussir à avancer. L'aménagement du territoire, qui est la clé du problème. Tous les Français aujourd'hui souhaitent habiter au même endroit, là où il y a l'emploi, où il y a l'éducation, le service public, la culture, les loisirs. Donc évidemment, réaménager le territoire, créer des bassins d'emploi, créer des solutions de transport. On a un réseau ferré très puissant en France qu'on peut certainement encore étendre. Ça, c'est un sujet de long terme, très déconnecté de la durée d'un mandat présidentiel. Et puis, l'un des sujets majeurs, la rénovation énergétique. Alors, on a entendu beaucoup de voix récemment, notamment de l'exécutif, dire, voilà, on va assouplir le calendrier, on va revoir le calcul du DPE. Est-ce que ça, c'est une préoccupation que vous ressentez importante chez vos clients? Oui, c'est une préoccupation puisque on est dans une situation où, en effet, il est difficile de devenir locataire, de plus en plus difficile. Les marchés sont tendus à peu près partout. Et se dire qu'à terme, on va enlever 2 millions de logements du marché, ça ne va certainement pas résoudre la crise du logement. Ça fait 2 ans que je me prononce sur ce sujet en expliquant que le calendrier climat et résilience, aujourd'hui, est un vœu pieux et qu'il est totalement irréaliste. D'une part parce qu'on manque d'entreprises RGE, 60 000 en France, Bruno Le Maire lui-même a avoué qu'il en fallait au moins 240 000, et puis un reste à charge extrêmement conséquent pour les Français. On leur demande de payer la transition verte. Ça n'est pas leur priorité, surtout dans un contexte inflationniste avec beaucoup d'incertitudes économiques comme on le vit actuellement. Donc, ce qu'on attend, c'est un réel soutien public. Pour ma part, je milite
pour le prêt avance rénovation, ce prêt finalement garanti par l'État, ce prêt hypothécaire que l'on rembourse uniquement lors de la vente du logement ou lors de la succession, est aujourd'hui réservé aux Français les plus modestes, gagnerait à être ouvert largement et ce serait un exemple très fort de soutien public du calendrier de rénovation énergétique. Alors, on n'a pas parlé encore de la hausse des taux, du comportement des banquiers. Est-ce qu'ils font leur part du boulot, selon vous, Yann Janot ? Question piège, Ariane. Merci. Oui, alors, les banquiers, on a observé deux postures avec des banques régionales, des banques mutualistes qui ont continué à prêter à leurs clients et qui ont permis aux transactions immobilières de se faire. Et en revanche, on a vu des banques nationales d'envergure parfois européenne ou mondiale être plus réticentes sur le logement. Donc, on attend aussi du HCSF, on attend aussi de la Banque de France notamment, qu'elle soit plus incitative, qu'elle surveille vraiment la production de crédit par les banques. C'est aussi une partie du problème. Alors, dernier volet, qu'est-ce que cette nouvelle conjoncture, ce nouveau cycle immobilier, ça a comme conséquence sur votre business, sur le business plus généralement des agents immobiliers ? Ça a une conséquence sur le volume de vente, on l'a vu. Alors, il est certain que les agents immobiliers qui ne se sont pas diversifiés sont dans une situation particulièrement tendue. Mais en revanche, nous concernant, quand on regarde les autres métiers, nous enregistrons des progressions assez nettes des activités avec plus 10% en location, avec plus 15% en gestion locative et plus 21% en syndic de copropriété. Donc, on arrive à équilibrer notre chiffre d'affaires. En revanche, nous avons une réelle préoccupation sur l'emploi. Ce contexte amène un certain nombre de nos agences immobilières à ne pas remplacer des postes lorsque les collaborateurs quittent l'entreprise ou à figer, à supprimer des recrutements qu'il y avait dans les tuyaux, dans les intentions pour, par exemple, assister et accompagner la diversification des métiers. Donc, on est très vigilant sur ce sujet. Aujourd'hui, Laforêt, c'est plus de 700 agences immobilières. C'est combien de collaborateurs ? Et en quoi est-ce que la conjoncture vous ramène à revoir vos objectifs ? Aujourd'hui, c'est 720 agences, un peu plus de 720 agences, 4800 professionnels sur tout le territoire métropolitain et d'outre-mer. Nos ambitions restent inchangées, demeurent inchangées finalement parce que à partir de nos outils de géomarketing, on a évalué qu'il nous fallait 1 millier d'implantations en France pour couvrir parfaitement le territoire, pour avoir un maillage suffisamment fin et occuper toutes les zones de marché. Donc les objectifs ne changent pas. Mais à quel horizon ? On a la chance de ne pas avoir d'agenda ni une contrainte sur cet horizon. Notre objectif n'est pas d'empiler des agences qui vont être exposées, c'est d'implanter des agences qui vont exercer tous les métiers sur leur territoire. Alors, on aimerait bien, d'ici 5 ans, atteindre cet objectif d'1 millier de points de vente, qui est une ambition quand même extrêmement conséquente, puisque ça fait 60 points de vente nets par an à ouvrir. C'est très ambitieux, mais on le fait avant tout avec un souci de qualité, un souci d'accompagnement de nos franchisés, d'accompagnement de leurs collaborateurs et d'accompagnement également du client final. Vous arrivez à les rassurer, ils sont très inquiets, vos franchisés ? Ils sont inquiets, évidemment. Néanmoins, cette situation de marché, cette tension de marché, on l'a vu venir. Donc, ça fait maintenant 18 mois qu'on les prépare, qu'on leur a demandé d'appuyer plus fort sur les pédales, de revenir aux fondamentaux du marché. On a d'ailleurs formé cette année, en 2023, l'intégralité du réseau à notre code de conduite client, au savoir-être, et on en a besoin dans ce marché flottant, on a besoin de savoir se comporter vis-à-vis d'un vendeur pour lui expliquer que son bien n'a plus la même valeur nécessairement aujourd'hui, vis-à-vis d'un acquéreur pour lui expliquer également qu'il ne peut plus prétendre à la même enveloppe de financement. Donc on les accompagne, on a des temps forts commerciaux, on a un site internet qui génère 20 millions de visites par an, donc beaucoup de leads, de contacts acquéreurs, de contacts vendeurs, et une CV Tech qui est également toujours très garnie avec plus de 50 000 candidatures chaque année. Donc tout est mis à disposition pour leur permettre de passer au mieux ce virage, cette crête, et de revenir dans une normalité de fonctionnement. Et ça, vous le voyez pour quand ? Cette normalité de fonctionnement, je pense qu'on a encore 6 à 9 mois aujourd'hui de phase d'adaptation, de virage. Tout va dépendre également des décisions qui seront prises ou pas par nos gouvernants pour appuyer le logement et nous aider à sortir de cette crise. Merci beaucoup Yann Janot. Je rappelle que vous êtes président de Laforêt. Merci Ariane. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à vous abonner. Alors surtout, continuez, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. On adore ça chez MySuite IMO.
Mon podcast IMO.